Je vous le dis, François, mon dernier mot est à ce prix. C'est à prendre ou à laisser, à rester chez moi ou à vous en aller, à travailler ou à vous reposer. Mais en vérité, bourgeois, il n'y a pas de bon sens à diminuer ainsi tous les jours le salaire des pauvres ouvriers. Où allons-nous dans ce train-là? Il faut pourtant que tout le monde vive. Ni mes camarades, ni moi ne pouvons travailler à ce prix. Il n'y a que de l'eau à y boire, je vous jure. Et nos femmes, donc? Et nos enfants? Qui est-ce qui en prendra soin? Je n'entre pas dans tous ces détails-là, François. Tout ce que je puis vous dire, c'est que le prix que je vous offre est réellement celui du travail qu'il y a à faire et que si vous et vos camarades n'en voulez pas, d'autres en voudront bien. Je ne le sais que trop, bourgeois. Il y a tant de gars de métier, je veux dire de pauvres ouvriers sans ouvrage qui meurent de faim. Mais n'est-ce pas une horreur vraiment que de spéculer ainsi que vous le faites sur la misère des hommes? Et quand vous nous aurez renvoyés cette fois-ci, nous autres, que deviendrons-nous? Nous deviendrons à notre tour des gars de métier. Et dans quelques mois, peut-être, vous viendrez nous chercher, n'est-ce pas? Pour diminuer le salaire de ceux qui vont aujourd'hui nous remplacer? Il n'en sera pas ainsi. Je vous jure, foi de François. Nous ne travaillerons pas au prix que vous dites, mais d'autres aussi n'y travailleront pas non plus. C'est aussi bien dans leur intérêt que dans le nôtre, car s'ils veulent aujourd'hui nous jouer le mauvais tour d'accepter votre prix et nous supplanter, ne sommes-nous point libres demain de leur rendre l'appareil? Qu'ils ne jouent donc pas à ce jeu malhonnête et nous n'y jouerons pas. Fort bien. Votre attention à ce que je vois est de vous associer, de vous soutenir, de vous coaliser. Vous savez que la loi défend et punit ces sortes d'associations-là. Oui, et si je ne veux pas travailler, moi? Est-ce qu'on a le droit de m'y forcer? Je ne suis pas un esclave, peut-être. Personne, assurément, ne peut vous forcer, François, à travailler. Mais la loi défend que vous vous associez à un autre dans le but d'empêcher le travail. Au reste, ce n'est pas de cela qu'il s'agit entre nous. Voulez-vous ou ne voulez-vous pas du prix que je vous propose? Nous n'en voulons pas, bourgeois, pour la raison bien simple que cela n'est pas possible. Et si l'on vous diminuait, à vous, maître, sur vos prix, que ne diriez-vous pas? Il me semble vous entendre vous exclamer « Et mes ouvriers à payer, et les frais généraux de mon établissement, et le loyer de mes capitaux, et l'entretien de ma femme et le mien, et celui de mes enfants, et leur instruction. En vérité, je ne puis consentir à cette diminution de mes bénéfices. J'aime mieux fermer boutique et me reposer. » Eh bien, nous sommes dans ce cas, nous. Vous ne nous ferez pas travailler à un prix aussi bas. Mais François, ce que vous dites là, que je dirais si l'on me diminuait mes bénéfices, je serais précisément forcé de le dire si vous autres ouvriers n'accédez pas au prix que je pose. Vous me mettrez dans la dure nécessité de fermer boutique aujourd'hui même. Est-ce que c'est moi? Est-ce que ce sont les maîtres qui profitent de ce que vous autres ouvriers appelez la baisse de votre salaire? Si vous gagnez 2 sous de moins par jour, ces 2 sous ne vont pas dans ma poche, croyez-le. D'ailleurs, nous autres maîtres, nous sommes comme vous. Nous ne gagnons plus rien. Depuis quelques années, c'est un fait bien connu. Nos bénéfices ont toujours été bien diminuants. Ce que vous me dites là, bourgeois, n'est pas nouveau pour moi, car d'autres de vos confrères me l'ont dit et 100 fois. Mais en vérité, j'ai beau y réfléchir, je n'y peux rien comprendre. Si ce n'est pas vous autres, maîtres, qui profitez de la baisse des salaires, qui donc en profite? Si ce n'est pas à vous qui en profitez, pourquoi n'empêchez-vous pas cette baisse d'avoir lieu? De quel droit, loin de l'empêcher, la provoquez-vous au contraire? Quelqu'un, dont j'ignore le nom, veut que nos salaires soient baissés. Et c'est vous, maître, à qui cette baisse ne fait ni chaud ni froid, qui vous chargez de nous le faire savoir. Mais quittez donc ce rôle, honteusement officieux, et laissez s'approcher de nous celui ou ceux à qui doit profiter la baisse de nos salaires. Laissez-les donc venir. Que nous nous expliquions. Nous ne pouvons, nous ne devons pas avoir affaire à vous, mais à eux. En vous obstinant à servir d'intermédiaire, vous vous rendez coupable. Un homme m'ordonnerait de vous tuer. Devrais-je lui obéir? Dites-moi. Si par faiblesse ou lâcheté, je lui obéissais, en serais-je moins coupable?
Et mon nom ne serait-il pas homicide, assassin? Vous arguez de la baisse de vos bénéfices. Vous dites qu'ils sont loin d'être ce qu'ils ont été. Mais rendez-nous justice. Nous autres, ouvriers, y avons-nous coopéré de quelque façon que ce soit? Non. C'est donc vous qui vous êtes dépouillés vous-même. C'est vous qui, devant la menace ou son ombre, avez cédé lâchement sans nous avertir, sans nous appeler à votre aide. Eh bien, je veux bien que vous ayez le droit, que vous en ayez eu le droit, mais ce sacrifice de vos intérêts ne vous donne pas le moins du monde le droit de nous forcer au sacrifice des nôtres. Maître, vous pouviez, il faut le croire, diminuer vos bénéfices. Ouvriers, nous ne pouvons diminuer nos salaires. Vous le pourrez, François, vous le pourrez, car vos salaires ont déjà bien diminué. Précisément, bourgeois, il faut des limites à tout. Vous le savez, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Eh bien, François, nous n'y sommes pas encore. Allez toujours. Pour ce qui est de moi, bourgeois, et de quelques autres de mes camarades, nous y sommes, je vous assure, et nous ne pouvons aller davantage. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire, bourgeois, qu'il nous est démontré, clair comme le jour, que tout notre mal à nous autres ouvriers vient uniquement de vous autres maîtres, qui lorsque la vente se ralentit, ou ne va pas au gré de vos désirs, vous ingéniez à lui faire violence. Or, qu'avez-vous besoin de lui faire violence? Est-ce qu'il est sage de faire boire un âne qui n'a pas soif? François, vous n'y songez pas. Quand la vente se ralentit, n'est-ce pas de notre devoir de lui faire prendre une allure plus vive? Vous-même y êtes des plus intéressés, car enfin, quand le commerce ne va pas, c'est vous qui plus que nous en souffrez. Nous cessons de gagner, mais vous cessez de travailler. Ce qui ne veut rien dire autre chose, sinon que nous sommes gênés et que vous autres mourrez de faim. Vous n'y êtes pas, bourgeois, vous n'y êtes pas. Assurément, c'est un grand mal pour nous quand le commerce ne va pas, quand on ne voit rien, quand il n'y a plus de travail. Mais un tel mal, tous les remèdes sont-ils également bons? Et ne pouvez-vous pas concevoir qu'au lieu de le guérir, on le puisse augmenter? Votre cheval est fatigué. Il se traîne plutôt qu'il ne va. Cependant, au lieu de le mettre à l'écurie, vous lui donnez à manger. Et le voilà qui reprend un peu de vigueur. Applaudissez-vous à cet effet, frappez des mains, continuez ce régime. Ne vous apercevez-vous pas donc en même temps que la fièvre dévore votre cheval, et que cette vigueur dont vous parliez n'est pas de la vigueur, mais de la maladie? Vous ne vouliez pas vous arrêter la nuit dans les auberges, vous allez être obligé de vous y arrêter, et la nuit, et le jour, grand bien vous fasse. À votre compte, François, le marchand n'a donc qu'à se croiser les bras, fermer boutique, se tenir quoi, jusqu'à ce qu'il plaise au chaland d'entrer chez lui et d'acheter. Ses débouchés sont pleins, il se ferme, et il ne lui sera pas permis d'en chercher d'autres, d'en créer. La vente se ralentit, le commerce ne va pas. C'est un mal, mais un mal nécessaire, et tout commerçant ne doit rien entreprendre pour le détruire. Voilà de singulières maximes d'économie politique, François. Sont-elles approuvées? François, mon ami François, que faut-il faire donc quand le commerce ne va pas? Je vous ai déjà dit, bourgeois, ce n'est pas la question qui dans ce moment s'agite et doit s'agiter entre nous. De ce que j'ai un acte à faire, de ce que je dois courir, s'ensuit-il que j'aurai raison si je m'assois ou si je me couche? Ce n'est pas le tout de faire quelque chose, il faut faire ce qu'il faut. Vous avez mal au bras, je vous soigne la jambe, ai-je raison? Et vous me devez de grands remerciements? Commençons donc par convenir que le remède à la stagnation du commerce ne se trouve ni dans la fureur de vendre qui vous transporte tous, vous autres maîtres, ni dans la baisse de vos bénéfices, ni dans la baisse de nos salaires. Que dès lors, premièrement, en homme sage, vous auriez dû vous attacher surtout à vous préserver de la funeste passion de vendre. Deuxièmement, en homme propre, vous auriez dû vous abstenir de recourir à la baisse de vos bénéfices, baisse qui n'est qu'après tout qu'une prime d'encouragement accordée par vous-même au jeu qui vous dévore. Et troisièmement, en homme moraux, vous auriez dû rejeter, loin de vous, le rôle honteux de nous forcer, nous autres prolétaires, par l'emploi du moyen le plus infâme à consentir nous-mêmes à la diminution de nos salaires. Vos paroles sont vives, François, et profondément injustes. D'abord, je ne vois rien de honteux dans le fait de cette proposition. Voici de l'ouvrage, voulez-vous ou ne voulez-vous pas le faire à tel prix?
Je ne vois pas ensuite que la probité d'un homme soit mise en jeu parce que cet homme consent à gagner moins. Et enfin, je ne vois pas qu'il soit de la sagesse d'un homme de résister aux conditions mêmes de son existence. Le marchand est un homme qui vend. Vendre le constitue. S'il ne vend pas, il cesse d'être marchand. C'est son métier de vendre, c'est son travail, c'est le seul moyen qu'il ait de vivre. Or, quand la vente ne va pas, vous lui contestez le droit de s'ingénier pour qu'elle aille. Vous faites plus, vous le lui imputez à crime. Et François, si le marchand ne vend pas, il cesse d'être marchand, il cesse de travailler, il cesse par conséquent de pouvoir venir en aide aux besoins de sa famille, aux siens propres. Il se voit condamné à mourir de faim. Quelqu'un, dans cette occurrence, lui vient-il en aide? Non. Il faut donc bien qu'il vienne en aide à lui-même. C'est un droit qu'il a. C'est même plus, c'est un devoir. Manquer à ce devoir, ne pas faire usage de ce droit, c'est être immoral. C'est se suicider. C'est attenter au jour de ceux qui composent sa famille. Je comprends à merveille que pour atteindre ce but, pourvoir aux besoins de sa famille, aux siens propres, en d'autres termes, vendre, le marchand ne doit pas employer le premier moyen venu, que sa maxime ne soit pas celle des jésuites, la fin justifie les moyens. Mais en quoi vraiment la baisse volontaire de ses bénéfices est-elle un mauvais moyen? À qui ce moyen fait-il du tort? Est-ce aux autres? Est-ce à celui qui l'emploie? Ce n'est pas, certes pas aux autres qui achètent moins cher, ce n'est pas aux marchands, puisque cela même lui permet de vendre. Il gagne moins, mais il vend 3 fois plus. Il gagne donc davantage en définitive. Et personne ici n'a rien à redire. Serait-ce donc cette proposition? Voici de l'ouvrage, voulez-vous ou ne voulez-vous pas le faire à tel prix qu'est tout son crime? Mais ce n'est là qu'une proposition très licite. C'est à vous, ouvriers, à accepter ou à refuser. Le marchand est-il, oui ou non, dans son droit? Est-il dans la nécessité absolue de vous la faire, cette question? Voilà le problème, qui n'en est pas un après tout. Car il est certain que telle est, en effet, la nécessité dans laquelle il se trouve. Prenez-vous-en donc à cette nécessité, non à lui. Et consentez ou ne consentez pas, selon votre intérêt, à ce que vos salaires soient diminués. On ne vous met pas le moins du monde le couteau sur la gorge. Vous êtes libre, mais le marchand l'est aussi. Si devant la vente ralentie, ce marchand ne pouvait vous faire cette proposition, il serait esclave. Et vous n'êtes libre précisément que parce que vous êtes mis en demeure de l'accepter ou de la refuser. Bourgeois, touchez-la, je vous prie. Nous nous entendrons, puisque vous le prenez de cette manière. Je ne vous ai jamais dit que l'intérêt du marchand ne fût point vendre, et qu'il dût s'estimer heureux quand le commerce ne va pas. L'intérêt de cet homme est de vendre, et de beaucoup vendre, assurément. Mais cet homme est-il le seul sur la terre? Et le capitaliste à qui il emprunte le capital, l'ouvrier à qui il emprunte le travail, ne sont-ils pas des hommes comme lui? Or, s'il blesse ces hommes dans leurs intérêts, par suite de son amour pour son propre intérêt, fait-il acte d'honnête homme? Non. Eh bien, en diminuant son bénéfice, il fait baisser le taux de l'argent, ce qui n'est point dans l'intérêt du capitaliste. Et en diminuant nos salaires, il fait baisser le taux du travail, ce qui n'est point dans notre intérêt. Nous sommes libres, dites-vous, d'accéder ou de ne pas accéder à cette diminution de salaire. Eh, vous savez bien que non. Ventre affamé n'a pas plus d'intelligence et de liberté que d'oreille. Est-ce que je pense à mes autres besoins quand je suis la proie de la faim? Si donc vous invoquez l'intérêt et la liberté du marchand pour approuver à la fois et sa passion de vendre et les moyens qu'il emploie pour satisfaire cette passion, j'invoquerai à mon tour l'intérêt et la liberté du capitaliste, l'intérêt et la liberté de l'ouvrier, pour flétrir comme il le faut cette conduite du marchand. Je sais bien qu'en parlant ainsi, je ne résous pas de moins du monde la question du commerce. Mais encore une fois, bourgeois, ce n'est pas cette question qu'il s'agit en ce moment entre nous. Mon but est de vous montrer que vous autres maîtres, vous ne l'avez pas résolu non plus. Et que ce que vous avez fait, ce que vous faites tous les jours, n'est pas le moins du monde fondé en raison, en justice
Vous n'avez pas le droit de vouloir toujours une part de vos propres bénéfices, puis de venir nous demander, à nous autres prolétaires, le sacrifice d'une partie quelconque de nos salaires. Oui. Il faut bien que nous l'élions, ce droit, puisque nous en usons. Ah, vous en usez, bourgeois, parce que nous autres prolétaires, le front courbé dans l'ignorance, nous vous l'avons jusqu'à ce jour permis. Mais aujourd'hui, que notre front se lève, ce droit n'est plus à vous. Il tombe, il se brise. Cessez d'en faire usage. Vous venez de poser tout à l'heure la question dans ces termes. Le marchand est un homme qui vend, vendre est son travail, vendre est son gagne-pain. Quand la vente ne va pas, personne ne vient en aide à la détresse du marchand. Donc ce marchand, réduit à ses seules forces, a le droit d'en faire usage. Il a le droit de diminuer ses bénéfices dans le but de vendre. Il a le droit de poser ce terrible dilemme aux ouvriers, travailler à ce prix ou mourir de faim. Eh bien, bourgeois, je m'empare des termes même de cette question. Et je vous dis à mon tour, l'ouvrier est un homme qui travaille. Travailler est sa vente. Travailler est son gagne-pain. Quand le travail ne donne pas, personne au monde ne vient en aide à la détresse, à la misère profonde de l'ouvrier. Donc, réduit à ses seules forces, cet ouvrier a le droit d'en faire usage, dans le but légitime de ne point se suicider et de prendre soin des membres qui composent sa famille. Vous ne pouvez contester cette définition de l'ouvrier, ni la conséquence que j'en tire, surtout dans le cercle où je la circonscris aussitôt. Car bourgeois, ce cercle est en vérité très restreint. Je le borne à ceci. L'ouvrier doit-il ou non, ou ne doit-il pas accéder à la diminution des prix proposés par le maître? Eh bien, dans ce cercle, même, je réponds, non. L'ouvrier ne peut pas accepter la baisse de son salaire. Non. Car remarquez-le bien, il n'est pas du salaire de l'ouvrier comme des bénéfices du maître. Quand le salaire de l'ouvrier diminue, tout est dit. Il faut que sa consommation diminue également. Tandis que la diminution des bénéfices du maître n'entraîne pas pour ce maître une diminution de consommation. Le contraire même a lieu le plus souvent. C'est pour devenir sûrement plus riche que le maître, en un mot, consent à moins gagner. Quand le prolétaire consent à moins gagner, il devient certainement plus pauvre. Cette différence est immense et suffit seule pour établir que le devoir et le droit du prolétaire sont de tout souffrir plutôt que de recourir à ce moyen pernicieux d'avoir de l'ouvrage, qui est de consentir à une diminution quelconque de son salaire. S'il gagne moins d'une part, et de l'autre, s'il travaille plus de temps, qu'est-ce à dire, sinon qu'il dépensera moins, et que les débouchés actuels seront plutôt comblés. Donc un jour ou l'autre, l'ouvrage, par ces deux causes réunies, fuira de nouveau de ses mains, et le laissera sans salaire. Mais donc aussi que ce jour soit plutôt sans baisse de salaire que demain avec baisse de salaire. Voilà l'intérêt du prolétaire, son seul intérêt. Mais je parle d'une chose impossible. L'œuvre inique est consommée. La moitié des ouvriers travaillent, l'autre moitié se repose. Et le salaire de celle qui travaille, réduit à de mesquines proportions, se voit encore tous les jours attaqué. Jusqu'à quand sera-t-il ainsi, grand Dieu ? Combien de temps encore verrons-nous le peuple des ouvriers victime de sa propre ignorance? Dans sa détresse profonde, il crie du travail à tout prix. Et ce vil travail même lui sera refusé. Il n'en aura pas autant qu'il en voudra. Que voulez-vous, mon cher François? C'est la force des choses qui le veut ainsi. Il faut nous résigner. On ne se résigne pas, bourgeois, à voir sa femme et ses enfants mourir de faim. D'ailleurs, il n'y a point de force des choses qui tiennent devant ce raisonnement bien simple. De ce que la vente languit, de ce que le commerce ne va pas, il ne s'ensuit pas le moins du monde que le remède soit d'une part la baisse des bénéfices des maîtres, de l'autre la baisse du salaire des ouvriers. Connaîtriez-vous donc, François, le remède efficace à l'alanguissement de la vente, à la stagnation du commerce? Peut-être, bourgeois. Mais à coup sûr, il m'est démontré que la baisse des bénéfices des maîtres et la baisse du salaire des ouvriers ne font que rendre ce remède plus urgent. Nous n'en pouvons plus, nous autres ouvriers. Et vous-même, bourgeois, cette vie vous est dure. Très dur, en effet, François. Si vous savez le moyen de la rendre plus douce, que ne le dites-vous aussitôt? Ah, à quoi bon, vous n'en feriez pas usage? Comment donc? Mais vous n'en feriez pas usage, bourgeois, c'est moi qui vous le dis. Vous n'en auriez ni le courage ni la force. Et ici, comme partout, c'est nous autres qui sommes du peuple, qui devons commencer à donner l'exemple. Vous piquez vivement ma curiosité, François. Expliquez-vous, je vous prie. À moins qu'il n'y ait là quelques secrets. Oh, il n'y a pas de secret, bourgeois. La chose est très claire. Le pli est pris.
On pratique depuis longtemps la baisse des bénéfices et la baisse des salaires. Eh bien, il faut donc se dévouer. Il faut entreprendre l'œuvre difficile de détruire ce pli. Il faut en un mot s'opposer à la pratique de cette double baisse des bénéfices et des salaires. Pour ma part, j'en fais le serment. Ouvrier, je ne travaillerai pas au-dessous des prix actuels. Et partout mes camarades ne travailleront pas à cause des prix, je ne travaillerai pas. Je mendirai mon pain. Et celui de mes enfants, s'il le faut, plutôt que de manquer à ce serment. Vous risquez fort de vous perdre tout seul, François. C'est de la chevalerie pure. C'est du pur dévouement, croyez-moi. Vous ne serez pas secondé par vos camarades dans cette œuvre. Et vous ne devez pas l'être après tout. Ainsi, je suppose par exemple que vous ne veuillez pas consentir au prix dont nous débattons en ce moment même entre nous. Qu'arrivera-t-il? Je serai forcé de renvoyer l'ouvrage. Et si nul de mes confrères ne peut également le faire, cet ouvrage ne se fera pas. Il sera nécessairement ajourné. Voilà donc, par votre faute, une carence, un manque d'ouvrage qui sera nécessairement ajourné. Voilà donc par votre faute, hein. Croyez-moi que ce manque d'ouvrage vous fera du bien. C'est de l'argent de moins pour le peuple. Donc, c'est une augmentation correspondante dans le degré d'intensité de sa misère actuelle. Je vous le disais bien, bourgeois, qu'il était inutile de vous parler davantage sur ce sujet. Vous ne voulez pas me comprendre, ou vous ne le pouvez pas. Est-ce que la question est d'avoir de l'ouvrage et à quel prix que ce soit? Nous autres prolétaires, nous n'en sommes plus là. C'est trop bas. Nous voulons bien travailler, mais travailler pour vivre, et non vivre pour travailler. C'est l'esclave qui vit pour travailler. L'homme libre travaille pour vivre. Alors ce principe posé, voici que vous autres, maîtres, vous professez le principe contraire, en diminuant d'une part vos bénéfices, et de l'autre en exploitant notre ignorance, et nos divisions, à nous autres prolétaires, à l'effet de faire baisser nos salaires. Qu'avons-nous donc à faire, je vous prie? Vous suivre sur votre terrain? Mais ce serait déserter le nôtre, ce serait manquer à notre dignité d'homme, à notre principe, c'est nous dégrader, c'est nous plonger en même temps dans le gouffre d'une misère de jour en jour plus profonde. Ce que nous avons à faire, ce que nous devons, ce que nous pouvons faire immédiatement, c'est de vous rappeler à votre pudeur. Vous autres, maîtres, c'est de ne pas accepter vos prix, c'est de souffrir sans travailler, des douleurs physiques qui auront infailliblement leur terme, plutôt que de travailler en souffrant des douleurs morales et physiques sans fin assignables. C'est de nous réunir dans ce but légitime. C'est d'éteindre parmi nous, prolétaires, toute haine, toute division. C'est de nous aider, de nous enseigner, tous, dans cette sainte et pacifique croisade, contre ce flot de l'habitude, qui trop souvent nous emporte, nous autres prolétaires, qui toujours vous emporte, vous autres maîtres. Flot terrible, flot immense. Derrière, chacun de nous est une énorme masse qui roule et se précipite vers un abîme sans fond. Vous en convenez volontiers. Qu'y a-t-il donc à faire? Résister. Mais nous sommes seuls, qu'importe. Nous serons infailliblement écrasés, qu'importe encore. La masse ne nous écrasera pas sans éprouver, du moins dans son mouvement de chute, un ralentissement secourable. Or, nos enfants en seront d'autant plus forts pour l'arrêter un jour, complètement. Et quand la masse sera arrêtée, François, quand les maîtres ne poseront plus aux ouvriers ce dilemme, travailler à ce prix ou mourir de faim, quand ils cesseront en outre de chercher à vendre au moyen de la baisse de leurs propres bénéfices, tout sera-t-il dit? Oui, sans doute, bourgeois, car le problème du commerce que nous avons réservé dans cette discussion sera par là même en voie de solution véritable. Dieu veuille donc qu'il en soit ainsi, François. Mais pour en revenir à l'objet pour lequel je vous ai fait venir, votre dessein est donc bien arrêté. Vous ne voulez pas accéder au prix que je vous propose. Non. Commencez ainsi la résistance, et vous vous sacrifiez. Il faut bien commencer. Et quant au sacrifice, je nie qu'il y en ait de ma part. J'aime mieux souffrir des douleurs physiques et conserver par-devers moi le sentiment de ma dignité morale que de vivre comme un porc que l'on engraisse, ou comme un esclave que l'on nourrit tout juste ce qu'il faut pour qu'il soit là quand on a besoin de lui. D'ailleurs, c'est un calcul tout simple d'arithmétique, et que vous nous avez enseigné, vous autres maîtres, à force de le pratiquer entre vous.
Souffrir n'est pas souffrir. Perdre n'est pas perdre dans la langue commerciale. C'est retarder pour mieux jouir. C'est perdre pour mieux gagner. Ainsi, vous voulez entreprendre tel commerce, celui par exemple des voitures publiques. Vous vous mettez aussitôt à baisser les prix. La place du voyageur vous revient brute à 40 francs. Vous la taxez 20 francs. C'est 20 francs et l'intérêt de votre argent que vous perdez. Qu'importe. Ah, nous autres prolétaires, nous ne comprenions pas d'abord. Et nous vous prenions pour des insensés. Mais, au bout d'1 million ainsi perdu, votre habileté, votre sagesse nous furent révélées. Plus de concurrence pour vous. Vous restiez seul. Alors, vous augmentiez les prix et vous rentriez dans vos pertes. Et ces pertes se trouvaient avoir été d'immenses bénéfices. Vous pensez bien que de pareils exemples ne peuvent faire autrement que fructifier. Il faut semer pour récolter, proverbe aussi vieux que le monde. Eh bien nous, prolétaires, en refusant désormais toute baisse de salaire, nous semons pour récolter. Dans ce moment, l'effet inévitable d'une pareille mesure, c'est d'empêcher certains travaux de se faire, nous le savons. Mais quand le laboureur jette un sac de blé dans les sillons, c'est un sac irrévocablement perdu pour le boulanger. Il faut attendre la récolte. Nous attendrons la récolte. Et si la récolte se fait attendre longtemps? Tout n'est pas fini quand nous mourrons. Au contraire, tout continue. Fort bien. Mais moi qui suis un maître, que dois-je faire aujourd'hui même à votre compte? Ce que vous devez faire, bourgeois, à vous y dire à nous, résister au torrent dévastateur qui sans cela nous engloutira tous, vous comme nous. Vous devez refuser hardiment toute condition nouvelle de travail. C'est-à-dire courir infailliblement à ma perte, à ma ruine. On ne se ruine pas avec le peuple, on se sauve.